Citraine fait évoluer son business model qui était avant de bouger du métal, hein, finalement de vendre du métal, et qui maintenant offre vraiment des solutions de services à la mobilité. Ça, c'est vraiment la stratégie d'entreprise qui en fait est en droite ligne avec une stratégie ESG. Euh, tous les bénéfices que l'on retire à avancer de la sorte, c'est d'abord avoir une offre qui est totalement en ligne avec les attentes du client, c'est avoir une offre qui est totalement en ligne avec les besoins des futures générations. C'est aussi tous des bénéfices en termes d'attractivité des employés, en termes de réputation, en termes de coût d'investissement, parce que on a déjà un emprunt bancaire qui est lié à des critères ESG. Enfin, les choses évoluent. On prend vraiment la volonté d'avancer dans ce sens-là parce qu'on en voit vraiment tout l'intérêt et tous les bénéfices. Alors, on sent que les choses évoluent justement dans ce sens-là au niveau des relations avec les banques qui, elles aussi, nous interrogent de plus en plus sur nos politiques ESG, nos ambitions ESG, et qui veulent maintenant des critères, des targets très clairs, et elles veulent aussi évaluer nos progrès. Donc, c'est vraiment essentiel de mettre en place une politique et un plan d'action très fort pour pouvoir répondre à ces demandes-là par rapport aux banques, mais c'est le cas pour nos clients corporate aussi qui intègrent tous les critères ESG dans leurs appels d'offres. Et donc, si on veut répondre aux grosses entreprises qui, elles aussi, ont des politiques RSE de plus en plus présentes, ben, il faut pouvoir arriver avec des targets et des plans d'action solides et cohérents pour nous. Oui, alors donc nous, on a lancé notre stratégie ESG en 2021. À l'époque, on s'est vraiment posé la question de savoir si c'était quelque chose qu'on voulait faire ou si on voulait simplement se contenter de respecter la législation. Et on a vraiment décidé d'aller un cran plus loin avec l'ensemble du comité de direction parce que on s'est positionné de façon à se dire c'est vraiment quelque chose qu'on pense qu'on doit faire. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai 2 enfants et du coup, c'est vraiment important pour moi d'avoir un travail qui est en ligne avec mes valeurs et avec ce que je pense. Et je pense que c'est le cas de plus en plus de personnes maintenant dans la société. Donc, si on prend l'exemple au niveau RH, simplement, au niveau de notre stratégie RH, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé et mis en avant. On commence vraiment depuis, je vais dire, allez, depuis 1 an, on a des questions de nos candidats quand ils postulent par rapport à notre stratégie ESG. Récemment, ici, on a une personne à Hong Kong et une autre personne ici au HQ qui nous ont dit, en rejoignant EVS, que c'était la raison principale qui les avait vraiment décidé à rejoindre l'entreprise. C'était ce qu'on avait mis en place au niveau de l'ESG. Pas uniquement l'ESG, mais l'ensemble de nos valeurs, l'ensemble de notre politique, et le fait que c'est vraiment quelque chose qu'on voit vivre au quotidien et qui est même inclus dans nos offres. Donc, par exemple, maintenant, quand on reçoit des candidats, c'est quelque chose qu'on explique directement. Quand on envoie l'offre à un candidat, on envoie en même temps le rapport ESG, on envoie vraiment toute notre politique par rapport à ça. Donc, clairement, je pense que nous, on est dans un monde où il y a quand même une guerre des talents, donc ça nous aide. C'est un bénéfice, c'est vraiment un bénéfice qui est important et qui est direct par rapport à ça. Je crois aussi que, de façon générale, je pense que dans 10, 15, 20 ans, les sociétés qui n'auront pas pris le tournant maintenant vont se retrouver dans une situation compliquée parce que là, maintenant, on voit celles qui commencent à lancer le mouvement, mais dans quelques années, on va voir celles qui sont plutôt à la traîne. Et donc, là où il y aura peut-être pas spécialement un avantage compétitif de celles qui auront pris le tournant, il y aura en tout cas certainement un désavantage de celles qui ne l'auront pas pris. Dans les appels d'offres, par exemple, on a ici j'ai discuté récemment avec un de nos commerciaux sur la France qui nous dit pour le moment, la partie ESG dans les appels d'offres, c'est 10%. D'ici 2 ans, ça va passer à 25%. Donc, on voit vraiment de nouveau que là aussi, c'est clairement, je ne sais même pas si c'est un avantage de le faire, mais en tout cas, ça va devenir un inconvénient de ne pas avoir pris le tournant. Donc, nous, clairement, je veux dire, on n'y voit que des avantages. Ça nous semble évident qu'on devait prendre ce tournant et qu'on devait avoir cette politique ESG. En fait, on veut même aller plus loin. Nous, notre idée à terme, c'est de ne pas avoir de stratégie ESG, c'est d'avoir notre stratégie globale qui tient en considération tout l'ensemble des aspects ESG. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une équipe ESG. Et donc, on s'est posé la question de voir si on voulait engager quelqu'un pour faire vraiment de l'ESG.
Et on s'est vite rendu compte que ce n'était pas quelque chose qu'on voulait parce qu'on ne voulait pas avoir l'ensemble de l'entreprise qui avançait et puis une ou deux personnes qui travaillaient sur le SG. Nous, on voulait vraiment que ça fasse partie de la culture de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle c'est moi qui suis en charge de la stratégie SG alors que je suis au département RH. Donc la volonté, c'est vraiment d'avoir une vraie culture SG. Et donc la première chose qu'on a mise en place, c'est d'avoir une équipe ESG, mais ce sont un ensemble de personnes dans tous les départements de l'entreprise, dans différents offices, il y a des managers, des non-managers, il y a des plus jeunes, des plus âgés. Donc l'idée, c'est vraiment justement d'avoir petit à petit des personnes qui vont être des personnes un peu relais un peu partout dans l'entreprise pour l'idée nos différents piliers de l'ESG. Et donc, si je prends par exemple l'aspect diversité, diversité et inclusion, qui est un aspect assez important dans notre stratégie ESG, bah là, c'est une jeune ingénieure au sein de la cellule innovation qui est en charge de cet aspect-là. Et puis alors, on a d'autres aspects, par exemple l'empreinte carbone de nos produits et solutions. Là aussi, c'est un ingénieur qui va gérer ces projets-là. Donc, on a différentes personnes au sein de l'équipe ESG. Et grâce à ça, petit à petit, on peut faire découler notre culture d'entreprise à ce niveau-là. Donc, on travaille vraiment sur tous les aspects. On essaie de travailler tant sur le long terme que sur le court terme. Donc, par exemple, une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a lancé un Charity Day. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui mettent ça en place, de se dire, voilà, on veut offrir à tous nos employés un jour par an où ils peuvent aller dans des associations. Alors, lancer le Charity Day, franchement, c'est facile. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Après, est-ce que c'est du greenwashing ou pas? Il faut voir parce qu'il faut aller un step plus loin. Nous, on s'est rendu compte que le lancer, on a eu énormément d'effets positifs. On a eu beaucoup de retours et de feedback positifs. Et puis, personne ne l'a pris. Et là, on s'est dit, OK, donc en fait, est-ce qu'on veut juste dire, chez nous, vous avez un Charity Day, c'est bien pour la communication, etc. Ou est-ce qu'on veut vraiment que ça se vive? Et donc, nous, on pousse énormément pour que les gens prennent leur Charity Day. Ici, on a la leadership team qui a pris leur Charity Day pour vraiment montrer l'exemple. On communique par rapport à ça. Donc ici, c'est la première année où on le fait une année complète. On a 10-15% des gens qui l'ont pris. Notre ambition à 2030, c'est d'avoir plus de 80% des gens qui prennent leur Charity Day chaque année. Donc, c'est pas juste lancer le Charity Day, on veut vraiment que ça se vive. Et on voit vraiment que c'est une petite chose, c'est pas ça qui va changer la stratégie ESG de VS, mais ça fait en sorte que petit à petit, au niveau de la culture, ça se vit. On voit par exemple, ici j'ai discuté avec une équipe où le manager a poussé pour qu'ils fassent leur Charity Day ensemble. Au départ, les membres de l'équipe n'étaient pas spécialement chauds et en fait, ils sont ressortis de là en se disant, OK, maintenant on comprend pourquoi, l'an prochain on va le refaire, c'est certain. Et donc, ils en parlent autour d'eux et ce sont un ensemble de petites actions qui font que petit à petit, ça découle au niveau de la culture. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au niveau de VS, c'est d'avoir un mix. Et c'est ça qui est très compliqué à trouver, je trouve. C'est la balance entre le long terme et le court terme, entre avancer vite, mais avec tout le monde. Et donc, on essaye vraiment de réussir à avancer vite sur des gros projets plutôt à long terme, mais en même temps de garder tout le monde appliqué. Et pour garder tout le monde appliqué, il faut vraiment travailler sur la culture. Et donc, ça passe aussi par des choses qui vont peut-être prendre plus de temps ou ouais, qui sont un peu plus compliquées à mettre en place. Donc on a vu très vite que très rares étaient les cas dans lesquels on a dû faire un choix entre le financier et l'extra-financier. Les deux se rencontrent très souvent et ça nous a permis de mieux orienter nos choix, nos priorités dans les décisions qu'on devait prendre pour l'entreprise, puisque faire du durable, pour nous, voulait également signifier être tout aussi rentable, voire plus rentable. Et d'ailleurs, tant notre chiffre d'affaires que notre rentabilité ont augmenté pendant toute cette période. Ça nous a permis aussi de repenser les produits, les services qu'on allait offrir, puisque en étant un opérateur de service, on est également dépendant de la façon dont les marchés évoluent et il y a de plus en plus de demandes vers des services à valeur ajoutée environnementale et sociale. En l'occurrence, pour Sodexo, c'était les écochèques qui ont connu une belle croissance, mais également les produits et services liés à la mobilité, aux alternatives à la voiture. Et donc, on était à la fois un peu pilote de ces programmes et fournisseur de solutions pour les entreprises. Donc, on a pu démontrer qu'en fait, en allant vers une démarche durable et en étant légitime sur cette démarche, on accroissait en même temps et nos revenus et notre rentabilité. Alors, on a également des exemples qui dépassent simplement le catalogue de produits et de services, mais un des exemples emblématiques, ça a été le déménagement de notre siège, qui est un choix qui aurait pu être tout à fait différent si on s'était purement orienté vers des choix financiers. Donc après le Covid, beaucoup d'entreprises ont dû repenser la fonction de leur siège, l'espace
nécessaire, avec beaucoup plus de personnes qui sont en télétravail, etc. Donc évidemment, là, on n'a pas, on n'a pas, on ne vit pas sur une île, pratiquement tous nos partenaires vivent la même expérience, et que faire de tous ces mètres carrés qui sont sous-exploités? Et donc, on a choisi de repenser la fonction de notre siège et de le relocaliser. Et là, on aurait pu s'attendre à ce que des choix radicaux comme celui qu'on a fait, c'est-à-dire de nous relocaliser près de la gare centrale de Bruxelles alors qu'on était juste à la périphérie, à la sortie d'un axe autoroutier, se relocaliser là sans place de parking à l'arrivée, sans aucune place de parking à l'arrivée, alors que plus de 70% des déplacements de notre personnel salarié ou non salarié se faisaient en voiture, c'était un risque. Et en fait, ce risque, on n'a même pas dû le prendre puisqu'on a interrogé nos propres salariés pour savoir, en leur donnant le choix, où ils souhaitaient que Sodexo, Pluxee maintenant, déménage. Et en fait, le premier choix qui est venu est celui de la gare centrale. Donc même parmi les gens, parmi tout le public, qui viennent en voiture, qui viennent à vélo, qui viennent en transport en commun, alors évidemment, il y avait un très gros appétit pour des gens qui viennent en transport en commun, euh, mais également pour les personnes qui viennent en voiture, puisqu'on a remarqué qu'en fait, beaucoup de gens qui venaient en voiture voulaient trouver des alternatives à leur trajet en voiture, mais n'en trouvaient pas puisqu'on était trop mal localisé. Et donc là, avoir un siège, un axe central de mobilité alternative qui mène à toutes les gares, à toutes les provinces en ligne directe en Belgique, ben, c'était un choix non seulement qui était nécessaire sur le plan environnemental, puisque les déplacements de nos collaborateurs et l'énergie du siège, c'est plus de 30% de nos émissions de CO2, mais c'est également un choix financièrement tout à fait raisonnable, puisque même si le mètre carré est beaucoup plus cher à proximité de la gare centrale ou dans le quartier européen que en périphérie bruxelloise, par exemple dans la zone aéroport, en diminuant le nombre de mètres carrés et en repensant la fonction du siège, en le limitant à des espaces de travail collaboratif, en fait, on a pu trouver un équilibre financier qui correspondait tant à nos objectifs financiers qui étaient de diminuer la charge de coût totale de notre siège et nos objectifs environnementaux d'autre part, tout en accroissant, selon nous, notre attractivité en tant qu'employeur, puisqu'on avait aussi, comme par hasard, une cartographie de nos employés qui montrait en fait que nos employés se trouvaient surtout dans les axes autoroutiers ou de routes nationales qui mènent vers notre bureau. On avait énormément de mal à recruter des gens d'Anvers, de Gand, de Liège, du Limbourg et du Hainaut occidental, pour qui c'était tout simplement quasiment impossible, en tout cas c'était extrêmement lourd de venir jusqu'au bureau et qui maintenant ont un accès en ligne directe, où en gros ils sortent du train et ils sont directement à leur bureau. Alors, on l'a intégré dans notre business model parce qu'elle faisait partie intrinsèque du business model. La seule chose qu'on a fait, c'est peut-être beaucoup plus l'articuler. Insight, c'est une entreprise qui fait de l'optimisation. Donc, on rend les process avec une efficience d'utilisation des ressources. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Les gens n'en avaient pas forcément conscience en interne, vraiment plus que ça. Donc, on a permis vraiment, la première chose qu'on a fait, c'est articuler ça. Et en l'articulant, on s'est rendu compte que c'était vraiment notre raison d'être aussi. Et ça nous a permis de faire des choix par rapport à des choix plutôt de business, dans quel business on va. Nous, on est présent dans deux secteurs d'activité qui sont le life science et l'énergie. Ce sont deux secteurs dans lesquels on sait qu'on peut avoir un impact plus important. Donc, au niveau qui ont besoin, ou dans lequel il y a pas mal de gaspillage, dans lequel il y a vraiment besoin de faire la part belle aux énergies renouvelables. Donc, en fait, on est dans deux secteurs d'activité qui sont importants. Et si on choisit demain de travailler dans un autre, d'optimiser un autre secteur d'activité, on le choisira certainement aussi en fonction de l'impact qu'on peut avoir. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment au niveau de l'entreprise en tant que telle. Ensuite, au niveau de comment on fait les choses, c'est-à-dire qu'on a mis en place pas mal de... voilà, on essaie d'être bien au niveau mobilité. On essaye de faire... ça fait très longtemps qu'on calcule nos émissions de CO2 pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut atteindre finalement le niveau moindre au niveau de l'impact négatif qu'on génère. Donc, on a des objectifs SBTI. Et donc, ça nous oblige tout ça. Ça nous oblige à faire des efforts, ça nous oblige à réfléchir à la manière dont on travaille. Et ça a des bénéfices énormes. Parce que ça a permis vraiment aux gens de se rendre compte de tout ce qu'on faisait. Ça a permis d'avoir pas mal d'attractivité globale. Et l'attractivité, on le voit comment?
On le voit avec des personnes qui sont plus motivées en interne. On le voit avec recruter des talents, c'est plus facile pour nous. On n'a pas vraiment eu le problème de guerre des talents. On le voit avec même l'attractivité au niveau des financements. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des financements certainement beaucoup plus facile. Moi, en tant que CFO, je vois aussi que les banques demandent de plus en plus de montrer patte blanche pour pouvoir avoir accès aux capitaux, quoi qu'il en soit. Donc, ça aide, c'est certain. Donc, je pense que ce que je pense aussi, c'est que de toute façon, on a commencé tout ça bientôt. On a été la première entreprise wallonne à être Bicorp. Et en fait, on a vraiment été dans cette mouvance-là de progression. Et je pense que plus vite on fait les choses, plus vite on les met en place, moins il y aura d'efforts par la suite. Et donc, typiquement, le fait qu'on ait déjà travaillé sur tout ce qui est S aussi, on oublie souvent le S, le social et tout, mais donc on fait attention à nos gens chez Inside, on calcule aussi nos taux, par exemple, d'absentéisme qui est très faible. Ça nous permet, ce sont toutes des données sur lesquelles on pourra se servir pour faire le CSRD et pour d'autres reporting non financiers qui vont être obligatoires demain. Donc, le fait qu'on a déjà travaillé pas mal à ça en amont nous facilitera la vie par la suite. Nos obstacles, ils ont essentiellement été de l'ordre de la gouvernance. On a démarré le trajet avec un énorme enthousiasme. On avait l'impression que tout le monde voulait participer à ce trajet. Donc c'est super parce que c'était vraiment toutes les équipes à tous les niveaux, toutes les générations, les anciens, les nouveaux, tout le monde voulait être dedans. Donc ça, c'était chouette. Par contre, évidemment, nos processus internes, nos processus décisionnels restaient dans une logique quand même très financière. Et donc, arriver à greffer notre roadmap extra-financière à notre logique de roadmap annuelle financière n'a pas toujours été facile. Et couplé à ça, on peut aussi ajouter qu'à un certain moment, on se retrouve aussi en conflit entre des gens qui ont adhéré à cette nouvelle façon de voir les choses et qui trouvent qu'on ne va pas assez vite, et puis d'autres, par contre, qui trouvent qu'on va beaucoup trop vite et qu'il serait temps de revenir au monde d'avant. Et donc, on se retrouve un peu à devoir gérer avec une courbe de Gauss, les 80% au milieu qui suit, mais 10% de râleurs d'un côté, 10% de râleurs de l'autre qui trouvent qu'on va soit pas assez vite, soit trop vite, donc on se retrouve un peu en étau. Donc, dans une fonction comme la mienne, c'était parfois un peu difficile de devoir donner des gages un peu à gauche, à droite pour pouvoir garder quand même le trajet sur les bonnes voies. Donc, je dirais que voilà, l'obstacle le plus dur, ça a été de trouver les clés pour que dans notre gouvernance, l'extra-financier ne vienne pas alourdir le travail, notamment dans les prises de décision et dans les choix stratégiques, mais vienne soutenir ce travail dans les décisions et dans les choix stratégiques. Ça a été l'obstacle majeur, parce que pour le reste, sur le plan de la philosophie, on n'a jamais dû vraiment se battre pour faire comprendre que l'extra-financier soutenait le financier. Donc on ne s'est jamais retrouvé, on a la chance d'avoir été dans une entreprise qui a compris très vite que ce n'était pas une bagarre entre sustainability et finance. Donc ça, pour ça, ce n'était pas un obstacle. On ne s'est pas levé un matin en se disant tiens, c'est quoi notre stratégie RSE? On va se lancer une stratégie RSE. Je pense qu'on l'a fait progressivement sans souvent savoir que c'était ça ce qu'on faisait. Donc je pense que ça a été une volonté aussi au tout début de pouvoir le prendre et de se rendre compte que c'était vraiment important pour nous de l'être et de le faire et de mettre des choses en place progressivement qui sont devenues vraiment une stratégie. Les pièges, en fait non, la difficulté, je pense que ça a été de convaincre. Surtout quand on est dans un environnement qui est potentiellement un environnement de contrainte, et on est tous dans un environnement de contrainte. On doit faire de la profitabilité, on doit aller chercher, donc ce sont considéré comme des investissements supplémentaires, importants sur le long terme, mais avec des impacts plutôt indirects. Donc comment est-ce qu'on fait pour convaincre ça? Et la première chose qu'on a mis en place, c'est des KPI, des manières de monitorer en fait qu'on avançait et se dire que progressivement, on allait faire des progrès dans divers domaines. Donc, je pense qu'au niveau concret, donc le fait qu'on ait commencé à monitorer depuis bien longtemps en fait nos émissions de CO2 pour savoir d'où elles viennent, ça a été un impact potentiel. Et puis en fait, chaque année, en fait, on s'est dit bah tiens, on va essayer de diminuer ça alors qu'on était en forte croissance. Là, donc, je dirais
première difficulté, ça a été vraiment sur ce questionnement de comment est-ce qu'on le fait, à quelle vitesse est-ce qu'on veut avancer, comment est-ce qu'on fait pour garder tout le monde appliqué. Et toujours maintenant, hein, c'est un challenge au quotidien. Le fait que ça fasse partie de la culture de l'entreprise, on voit quand même que, je pense au niveau de VS, mais au niveau sociétal dans son ensemble, toutes les personnes ne sont pas du tout au même niveau par rapport à ce qui est ESG, entre les plus jeunes, les plus âgés, entre différentes cultures. Nous, on a des bureaux en Chine, des bureaux aux États-Unis et des bureaux ici en Belgique. On est vraiment sur une culture totalement différente. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus gros enjeu, c'est d'arriver à petit aligner tout le monde sur pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'on veut faire et quelle est l'ambition qu'on veut avoir. Ici, ce qu'on vient de lancer début de cette année, on a maintenant des ambassadeurs ESG dans nos plus gros offices. Donc, on a un bureau à Fairfield, donc à New York, près de New York, un bureau aux Pays-Bas, nos gros bureaux en France, nos bureaux en Allemagne, notre bureau à Hong Kong. Là, on a décidé d'avoir un ambassadeur ESG dans ces bureaux-là, qui va être en charge de justement relayer la stratégie ESG, nous remonter aussi, à l'inverse, nous remonter les particularités liées à la culture, liées à l'office en question, à tout ce genre de choses. Si je prends bêtement l'exemple, je suis allée aux États-Unis il y a quelques semaines ici, et je discutais avec les gens là-bas, et ils me disaient, ah, mais en matière de ESG, en fait, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que nous, on ne recycle pas, donc en fait, ils se relayent à tour de rôle pour ramener les déchets du bureau et recycler chez eux. Et en fait, c'est le genre de truc qui, nous, d'ici, ça nous paraît tellement évident. Moi, je ne me suis jamais dit, ah tiens, aux États-Unis, peut-être qu'ils ne recyclent pas les déchets. Et donc, on est en train de mettre des ambitions 2030 qui sont vraiment très élevées en termes d'empreinte carbone, que ce soit au niveau de nos produits et solutions ou même au niveau de l'entreprise. Et à côté de ça, parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a des réalités totalement différentes selon les différents endroits. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à garder en considération. Ça ne doit pas empêcher d'avancer, mais il faut se dire, OK, tout le monde n'avance pas à la même vitesse et il faut arriver à garder tout le monde quand même impliqué. Et ça, pour moi, c'est le plus grand défi. Même au niveau de la Belgique, hein, on a quand même des personnes qui ne sont pas toutes au même niveau. Si je prends ici, on a fait notre enquête d'engagement, on fait une enquête d'engagement annuellement. C'est la première année où on a un sujet qui a plus de commentaires d'open comments que les voitures. C'est cette année, et c'est à propos de l'ESG, donc je suis contente. Au moins, les gens discutent. Et par contre, dans les open comments, on a vraiment même en Belgique, hein, on en a qui nous disent on n'est pas assez ambitieux, on va pas assez vite, et d'autres qui nous disent sérieusement, avec votre ESG. Donc, il y a cet aspect-là quand même ici en Belgique, pour moi, qui est aussi quand même fort lié aux différences de génération. On a la difficulté aussi de communication et de législation. Il n'y a rien à faire, la législation pousse quand même, et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de faire avancer, mais quand je vois parfois le temps qu'on doit passer sur le rapport annuel pour être en ligne avec la législation, parfois je me dis, OK, peut-être que l'effort qu'on met dans ce qu'on communique et dans ce qu'on reporte, ce serait bien qu'on puisse le mettre dans nos actions, ça nous permettrait d'avancer d'autant plus vite, même si je comprends très bien la nécessité derrière. Donc ça, c'est un enjeu aussi, c'est le temps et l'énergie que ça prend. Et arriver à tirer tout le monde et à garder tout le monde motivé sans s'essouffler parce que c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais en même temps, il faut sprinter. Donc, il faut arriver à trouver le juste équilibre. Moi, vraiment, le conseil principal que je donnerais, c'est d'oser et de pas trop se poser de questions. Moi, ce que je vois, c'est que je vois beaucoup d'entreprises qui sont vraiment bloquées dans le comment faire pour faire parfaitement. Et du coup, elles n'avancent pas. Et c'est un peu, au début, c'est ce qu'on a eu ici. Je voyais beaucoup de gens qui se disaient, ah oui, mais il va falloir faire ça, il faut reporter comme ça, il faut respecter la législation, il faut avancer là-dessus. Et donc, elles sont déjà en train de se projeter avec quelque chose de parfait. Et du coup, elles n'avancent pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment le frein principal maintenant. Je crois qu'il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place sans trop se poser de questions. Si je prends l'exemple de VS, on a en parallèle avancé sur notre matrice, donc vraiment décider quelles sont les priorités ESG au niveau de VS, faire cette matrice en interviewant des clients, en interviewant en interne. Ça a été quelque chose d'assez long, ça nous a pris plus d'1 an d'avoir vraiment notre matrice définie. Ça ne nous a pas empêché en parallèle d'avancer sur, on va lancer le Charity Day, de toute façon, on sait très bien que quel que soit l'output de notre matrice, l'empreinte carbone de VS ou de nos produits et solutions,
ça va être quelque chose de primordial. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas faire les choses parfaitement, parce que quoi qu'on fasse, c'est toujours un plus. Et donc, il faut arriver à ne pas être, angoissé par cette idée de faire parfaitement. Ça, c'est une première chose. Le deuxième chose que je dirais aussi, c'est de quand même surtout ne pas oublier de faire cette matrice et de prioriser les efforts, parce que il y a autant de petits quick wins à mettre en place pour avancer sur des petites choses, mais il ne faut pas non plus se perdre dans dépenser trop d'énergie sur quelque chose qui n'a pas un gros impact. Et donc, c'est là où il faut arriver à trouver la balance. Si je vois notre premier, j'en parle souvent parce que notre premier rapport annuel, on avait, quand on a dû reporter sur la partie non financière, on a pas mal, je pense qu'on a mis une page entière sur nos 5 pages. À ce moment-là, il n'y avait que 5 pages. Sur les abeilles, on a ici une ruche avec des abeilles, on fait du miel. Et c'est sympa, je dis pas, c'est pas quelque chose qu'on ne doit pas faire, mais c'est pas ça qui va changer le monde. Et donc là, maintenant, on se dit, ok, maintenant, c'est plus qu'un petit encadré dans nos 50 pages de rapport. On continue à le faire parce que ça nous demande zéro énergie. Si demain, ces ruches et ces abeilles, ça nous demandait 3 jours de travail et un coût énorme, on ne le ferait pas parce que c'est pas là qu'on a de l'impact. Et donc, ce qu'on mesure, c'est on met vraiment la majorité de nos efforts dans là où on a de l'impact, et puis on continue à avoir des petits quick wins, mais il ne faut pas non plus se tromper et commencer à dépenser énormément d'énergie là où l'impact est moindre. Et des sujets, il y en a des centaines dans ce qui est ESG, quand je pense à la biodiversité, les eaux. Donc, si on commence à vouloir agir sur tout, on ne s'en sort pas. Donc, il faut choisir cette bataille. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est d'avoir un alignement au niveau de la direction par rapport à cette stratégie ESG. Sans ça, ça va rester annexe, ou ça va rester quelque chose qui va se développer de façon beaucoup plus lente. Je crois que la stratégie ESG doit réellement être intégrée dans la stratégie business. Autrement, c'est à la limite le greenwashing, ou alors on a tiqué la box pour se donner bonne conscience. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est réellement mesurer ses impacts, partir de chiffres, parce qu'on croit savoir, mais les chiffres sont quand même beaucoup plus éloquents. Quand on définit son plan d'action, il faut les challenger avec des chiffres et faire ses projections sur le long terme, parce que on croit aussi savoir, mais quand on voit vers où on va, finalement, on se rend compte de la force des chiffres. Le troisième conseil que je donnerais, c'est passer du temps à sensibiliser et informer vos collaborateurs, parce que partez du principe que la plupart des gens n'ont qu'une vision très limitée du contexte climatique, et il faut vraiment redonner une vision d'ensemble et expliquer pourquoi on le fait. C'est vraiment primordial pour moi. Je leur conseillerais de ne pas le faire seul. Donc, il faut une gouvernance qui soit claire. Donc, par exemple, c'est mon équipe il y a quelqu'un dans mon équipe qui fait finance et durabilité. Je trouvais que ça allait très bien ensemble et qu'il était vraiment motivé pour le faire. Donc, il faut cette motivation intrinsèque, évidemment. Mais en fait, on n'a pas lancé des choses seules dans notre coin. On a essayé d'avoir souvent avec nous des personnes dans l'organisation de tous bords, de tout département, pour pouvoir nous aider à mettre des choses en place, pour pouvoir aussi convaincre potentiellement d'autres personnes. Et aussi, on essaye d'avoir une communication très active au niveau du conseil d'administration, parce que c'est aussi important qu'ils nous soutiennent. Je dirais que le conseil majeur que j'aurais envie de donner, c'est de trouver l'équilibre entre la responsabilité et l'indulgence envers nous-mêmes. On doit, pour beaucoup d'entreprises, changer un modèle, ou en tout cas le faire évoluer, un modèle sur lequel on s'est reposé pendant des années et qui a fonctionné pendant des années. Et c'est pour ça que je dis toujours, on doit être responsable parce qu'on est acteur du changement, l'entreprise est un acteur social, et en même temps, on doit être indulgent. Si ça ne va pas assez vite, c'est aussi normal. Et c'est pas de la faute des gens. C'est pas de la faute des personnes qui travaillent pour l'entreprise au quotidien, que ce soit au niveau décisionnel ou pas, puisque le modèle dans lequel on a fonctionné pendant des années, il fonctionnait. Et donc, mon conseil, c'est celui-là, se donner le temps, faire les choses bien, et surtout éviter de tomber dans la facilité de communication qui consiste finalement à dire on va faire du développement durable parce que c'est tendance et il faut bien faire du développement durable. Il paraît que c'est bon aussi pour le recrutement et la motivation du personnel. Si on ne comprend pas pourquoi on le fait, non seulement ça ne marchera pas, mais ce sera contre-productif. On risque d'avoir très très vite un retour de boomerang de gens, que ce soit à l'interne ou à l'externe, qui vont croire
que la démarche est sincère et puis qui vont constater en fait qu'elle ne l'est pas parce que c'est une démarche qui est quand même de transformation en profondeur de l'entreprise. Et donc, cette gouvernance qu'on doit mettre en place, on va très vite voir si elle existe ou s'il ne s'agit finalement que d'un trajet parallèle qui sert à cocher des cases. Si c'est ça, c'est qu'alors il y a encore beaucoup de travail à faire derrière pour comprendre pourquoi on fait ce trajet. Donc, mon conseil, c'est celui-là, ne pas aller trop vite, comprendre pourquoi on le fait et être indulgent envers soi-même et envers les personnes avec lesquelles on travaille. Je pense que justement, j'essaierai de convaincre plus tôt et d'en parler plus tôt à mon conseil d'administration. Parce que je pense que c'est très important que toute la gouvernance soit faite autour de ce genre de choses aussi et qu'il y ait des moyens qui soient quand même un minimum alloués à ça, que ça peut permettre d'aller un minimum plus vite et donc on en revient finalement au côté, il faut convaincre, aussi par des données et par des analyses que c'est la bonne direction dans laquelle on doit aller tous ensemble. Alors il y a une chose que on a mis un peu de côté, c'est une grosse erreur et c'est quelque chose sur lequel on va travailler cette année, c'est qu'après avoir sensibilisé, informé, on a un peu diminué la communication sur le sujet, alors que c'est essentiel de continuer à communiquer de façon régulière pour montrer que ça vit, pour réexpliquer. Il faut taper sur le clou. Pour qu'un message passe, il doit être communiqué 7 fois, mais là, franchement, on n'y est pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut prendre en main, certainement en interne. Et puis après, à l'externe, parce que je pense que c'est important, surtout pour une entreprise qui est leader dans son secteur, d'essayer d'inspirer d'autres acteurs. Et donc la communication est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler. Bah, franchement, je ne sais pas trop, parce qu'il y a des choses, on a fait parfois des erreurs ou on a parfois réajusté, mais en fait, je pense que c'est aussi important justement parce qu'il faut avoir quelque chose qui nous correspond. Et donc, on ne peut pas se contenter de prendre quelque chose qui a été fait à l'extérieur et de faire un copier-coller. Donc, parfois, on a essayé quelque chose, puis ça a moins bien marché, et voilà, finalement, on l'a stoppé ou on a réorienté. Il y a peut-être que des choses que j'aurais faites plus vite, par exemple les ambassadeurs dans les offices ici qu'on vient de lancer cette année. C'est vrai que là, ça fait 1 an que j'y pensais et j'ai un peu traîné. Je pense que j'aurais fait ça plus tôt pour vraiment nous assurer d'avoir plus vite l'ensemble des offices partout dans le monde.